Bonjour, alors je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui le fruit d'une longue réflexion que j'ai synthétisée en une douzaine de chapitres constituant ma vision telle que je l'ai présentée dans le menu déontologie, ma vision du site lesyllogismeparadoxal.com. Alors, après avoir parcouru cette citation tout à fait de circonstance d'Antoine de Saint-Exupéry, je vous invite à la présentation de ces 12 chapitres. Donc en fait, je vais les traiter par bloc de 2 ou 3, étant donné le volume global important, pour greffer des extraits de vidéos les uns derrière les autres. Aujourd'hui, je compte aborder les forces en présence et le rapport de force entre mondialisme, libéralisme, capitalisme, européisme et peuple. Alors pour cela, j'ai choisi un support pédagogique, on va dire, qui me semble tout à fait opportun, qui est un échiquier, puisqu'en fait un échiquier, évidemment, fait s'opposer deux adversaires, donc vraiment met en relief l'idée de deux camps qui s'opposent, et c'est ce qu'on retrouve en fait sur la scène politique, puisque systématiquement, lors des derniers tours d'élection par exemple, on a, pour synthétiser, pour caricaturer, une droite qui s'oppose à une gauche. Donc il m'a semblé que c'était un support parfait pour la qualité de l'exposé qui doit suivre, pour la nécessité du développement logique de cet exposé. Ce que j'ai précisé ici, l'échiquier comme étant un symbole de tous les antagonismes, des combats, des duels et des guerres. Finalement, même dans les guerres, ça finit toujours par se résoudre à l'affrontement de deux camps, et il y a toujours une notion de camp qu'il faut choisir entre l'un ou l'autre. Alors en fait, on a évidemment cette vision transversale et horizontale de l'opposition politique classique entre droite et gauche. Pour la gauche, la droite a souvent représenté un ensemble de menaces sur les droits sociaux, sur l'égalité. Elle a dénoncé le pouvoir des banques, le capitalisme sauvage, les privatisations qui sont inhérentes à la droite, la pression sur les droits des salariés. Donc en fait, il était de bon usage durant ces dernières décennies pour épouvanter les électeurs de gauche de présenter la droite de cette façon. Alors tout à fait de façon symétrique, on pouvait trouver alternativement les menaces qui posaient, vues dans l'œil des lecteurs de droite. Les menaces que représentait la gauche, ce sont des menaces sur la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, le pouvoir abusif de l'État interventionniste, les régimes d'étatisation, les pressions sur les artisans et les travailleurs indépendants. Voilà en fait d'autres épouvantails qui peuvent être animés par la gauche lors des élections successives pour épouvanter les électeurs de droite. En réalité, je pense que cette opposition droite-gauche est devenue complètement caduque, obsolète et archaïque. Puisque pour moi, et c'est vraiment le but de tout cet exposé et de tout ce qui doit suivre à cette démonstration de vision, le véritable antagonisme, la véritable opposition ne se fait plus entre ces droites et gauches traditionnelles, mais entre les deux blocs que je vais maintenant présenter. Puisqu'en fait, cet affrontement me paraît, droite-gauche, est devenu de plus en plus obsolète, archaïque et artificiel, et même contre-productif, puisqu'on arrive à un certain confusionnisme, et finalement, des autorités politiques de droite peuvent endosser des avantages présentés par la gauche, et inversement, des personnalités de gauche peuvent endosser maintenant des valeurs de droite. Donc on arrive certainement à une certaine confusion qui trouble les électeurs et les citoyens. Et je trouve que cela s'apparente beaucoup plus à un spectacle qui n'a rien à voir en fait avec le véritable clivage qui existe aujourd'hui, qui est celui-là. C'est-à-dire que à travers les décennies et à travers la progression des dernières années, on voit se détacher clairement une contradiction et un conflit
entre déconstruction progressiste, moderne, théorique, que j'ai identifié, qui sont en fait le mondialisme, le libéralisme, le capitalisme et l'européisme, avec en face, c'est ce que je vais essayer de mettre en exergue et en relief dans cet exposé, des valeurs fondamentales, ancestrales et pratiques. Chacun des termes étant choisi pour être effectivement à l'opposé de la partie adverse. Donc, je vais essayer de bâtir cette vision à travers le conflit fondamental qui se trouve maintenant décalé, qui n'est plus cette opposition horizontale droite-gauche, mais qui est devenu ce conflit vertical entre des constructions progressistes et des valeurs fondamentales. Ce qui modifie en fait l'axe de clivage avec une bataille conceptualisation-construction contre un autre camp, perception-valeur. Alors on peut, si on peut faire une association entre les différentes entités qui sont présentées en bas et celles qui sont présentées en haut, on peut voir effectivement que la gauche a abandonné finalement son électorat traditionnel de gauche. La gauche oligarchique en haut de la pyramide sociale se trouve en fait ralliée aux valeurs du mondialisme, du libéralisme, du capitalisme et de l'européisme. Et à la base, le peuple de gauche qui commence à comprendre la supercherie avec l'abandon et la trahison de ses maîtres. C'est-à-dire là où en fait la gauche était censée défendre parmi ces quatre entités en priorité le peuple et le territoire, elle s'est ralliée aux valeurs du mondialisme et de l'européisme. On peut faire un schéma symétrique avec finalement une droite qui, au lieu de défendre solidement les valeurs de nation et de souveraineté, les a abandonnées au profit du libéralisme et du capitalisme. La droite oligarchique qu'on retrouve en haut de la pyramide sociétale, à la base le peuple de droite qui commence à comprendre la supercherie avec l'abandon et la trahison de ses maîtres. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a une nette évolution entre une opposition horizontale droite-gauche avec finalement un ralliement de ces deux forces aux sirènes du mondialisme, du libéralisme, du capitalisme et de l'européisme. Alors ici, j'ai voulu en fait rapprocher certaines figures, certaines emblèmes des différentes composantes, des différents pavés que j'ai présentés juste avant, pour simplement avoir quelques repères et fixer les idées. Donc ici, on reconnaît Carroll Quigley, qui est un Américain, qui a été en fait absolument rallié au projet mondialiste. L'avantage, c'est qu'il en a révélé le contenu, car il n'a pas estimé utile de le garder secret. Donc ça permet aussi, à travers la lecture de ses œuvres, pour ceux qui veulent approfondir, notamment le développement de la civilisation, de voir quels étaient vraiment les enjeux et les explications, les justifications de cette approche à vouloir émanciper le mondialisme. Ici, nous avons en fait Friedrich von Hayek, qui est considéré comme l'inspirateur de l'ultralibéralisme. Donc, on peut le placer comme un emblème de l'ultralibéralisme. Alors, son ouvrage en 1944, La route de la servitude, avance que la socialisation de l'investissement et l'intervention économique de l'État entraînent la restriction des libertés publiques et le totalitarisme. Comme étant vraiment reconnu à la base du capitalisme, on a la figure emblématique d'Adam Smith, sachant d'ailleurs que lui-même a collecté beaucoup de lectures à travers ses ouvrages et qu'il n'a pas forcément bâti une nouvelle théorie. Donc, à travers l'ouvrage important La richesse des nations, on se pose la question, qu'est-ce qui justifie une telle postérité?
puisque paradoxalement, Adam Smith n'a apporté presque aucune idée nouvelle à la philosophie et à l'économie dans son ouvrage, mais qu'il mentionne plus d'une centaine d'auteurs auxquels sont empruntées les différentes analyses. Donc il s'agit d'un compactage, et ce qui n'est absolument pas condamnable de toute façon. Donc qui traduit simplement qu'il a été inspiré par plusieurs courants, mais aujourd'hui il est considéré avec le recul comme étant l'initiateur du courant libéral. C'est pour ça que j'ai voulu le retenir comme emblème, comme personnage emblématique associé au capitalisme. Alors le comte Richard Coudenhove-Kalergi, pour fixer un peu les idées, pour avoir des repères, est surtout connu pour être l'initiateur de l'Union pan-européenne internationale qui a été fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il a publié en 1923 son livre manifeste pan-européen, où il préconise la création d'une union des États européens, union qui lui semble le seul moyen d'éviter qu'ils se reproduise la guerre de 14-18. En fait, j'ai voulu donc présenter différents peuples, notamment ici les Amérindiens, dont on se souvient qu'ils ont été les premiers occupants du continent américain et leurs descendants. En 1492, l'explorateur Christophe Colomb pense avoir atteint les Indes orientales alors qu'il vient de débarquer en Amérique aux Antilles. À cause de cette erreur, on continue d'utiliser le mot indien pour parler des populations du Nouveau Monde. Il fallait essayer de trouver une association entre différentes ethnies ou peuples et les valeurs qui avaient été mentionnées de souveraineté, peuple, nation, territoire. Donc ici, j'ai choisi les aborigènes d'Australie, qui sont en fait les premiers humains connus pour en avoir peuplé la partie continentale, et ils constituent une population autochtone, sachant au passage que le mot commun aborigène désigne plus généralement celui dont les ancêtres sont les premiers habitants connus de sa terre natale. Alors, le peuple Maasai donc, est un peuple qui continue de vivre dans l'Afrique de l'Est, dans le centre et le sud-ouest du Kenya et dans le nord de la Tanzanie. Donc ils ont à la fois cette particularité, ils maintiennent leur tradition culturelle tout en prenant part aux forces économiques, sociales et politiques contemporaines dans la région et au-delà. Enfin, justement, par rapport à cette notion de territoire, je trouve que le peuple mongol est très représentatif. C'est un peuple nomade qui en fait s'étend sur différents espaces, la Mongolie, la Russie et la Chine, avec aussi différents dialectes. Ils sont actuellement environ 10 millions, dont près de 5,8 millions en Chine. Alors j'ai évoqué déjà cette pyramide de la société, et en fait, pour toute la suite de l'exposé, j'ai besoin de ces trois blocs, en représentant donc une élite oligarchique au sommet de la pyramide, une classe moyenne avec tous les corps intermédiaires, et une base de la société, qui est en fait évidemment en tant que base de la pyramide constituée du plus grand effectif. Alors dans cette élite oligarchique, j'en ai peut-être oublié quelques entités, mais au moins j'ai retrouvé ici le sommet de l'État, les lobbies bancaires, les lobbies militaro-industriels, les lobbies pharmaceutiques, les médias mainstream qui sont les piliers du pouvoir et donc chargés de la propagande officielle, sénateurs, députés, hauts fonctionnaires des ministères, patrons du CAC 40, plus équipe dirigeante, grande distribution et instituts de sondage. Dans la classe moyenne, j'ai voulu donc rassembler les corps intermédiaires, les cadres moyens, les PME, les notables, les médecins, architectes, moyenne distribution, grandes exploitations agricoles, intellectuels, universitaires, enseignants, travailleurs indépendants, chercheurs, étudiants qualifiés. Et enfin, à la base, les agriculteurs, les paysans, les policiers, les petits commerçants, ouvriers, petits employés, demandeurs d'emploi, jeunes peu qualifiés et peu diplômés, personnel infirmier et routier, personnes âgées à faible retraite. Alors ici, en fait, quand on superpose la vision à la fois verticale qui oppose des constructions théoriques, mondialisme, libéralisme, capitalisme, européisme, et des valeurs ancestrales, nation, souveraineté, peuple, territoire, je superpose en fait cette pyramide
qui constitue la société. C'est une vision, disons, matricielle de la société, avec un sommet et une base. Et j'y ferai souvent référence, puisqu'elle constitue vraiment l'armature de la vision et l'armature de la démonstration qui s'ensuit. Notamment si on regarde sous l'angle des forces, et si on oppose les termes de la façon suivante, on peut remarquer dans les forces de ces constructions théoriques en rouge, le capital, les outils qui poussent à la consommation, en fait, pour faire très simple et caricatural, le machiavélisme et les calculs. Ici, les forces de la base sont le travail, la production, le bon sens et la spontanéité. Si je m'intéresse au rapport par rapport aux spécificités des deux blocs, en fait, construction théorique, valeur ancestrale, que j'associe à la base. Les spécificités de la base réalisent le goût du concret, le sens de la mesure, le côté terre à terre. J'essaye d'y associer la contrepartie dans ces constructions théoriques, un certain cynisme, un goût pour l'abstrait, le non-sens de la démesure. Ça me fait penser évidemment à l'approche libérale qui entend toujours une volonté de croissance infinie, alors que nous vivons sur une terre aux ressources finies, mais quand même, intrinsèquement à l'idéologie libérale est bien inscrite la croissance, l'idée d'une croissance quasi infinie. Et le côté monde à monde, c'est-à-dire des élites qui s'adressent à d'autres élites. Alors évidemment, le rapport de force à cet instant est très nettement à l'avantage des constructions théoriques, mondialisme, libéralisme, capitalisme, européisme. J'ai essayé de bâtir ici les forces et les faiblesses des deux camps. Car je crois que maintenant, jusqu'à la fin de l'exposé, on peut vraiment parler de deux camps. Tous les adeptes et les profiteurs et les bénéficiants du mondialisme, libéralisme, capitalisme, européisme, et l'autre camp, toutes finalement les personnes de la base de la société, qui sont plus associées à des valeurs perceptibles, ancestrales et fondamentales que sont nation, souveraineté, peuple et territoire. Donc je ne vais pas en faire ici de la lecture, mais notamment dans les faiblesses du haut de la pyramide, on peut penser que ça peut être le nombre. Mettons qu'on se mette dans une échelle de 1 à 50, 1 million pour tout ce qui constitue le haut de la pyramide, 50 millions pour tout ce qui constitue la base, l'effectif de la base de la pyramide. Par contre, il y a évidemment des pleins pouvoirs très significatifs et très importants dans les forces du camp mondialisme, libéralisme, capitalisme, européisme, les pleins pouvoirs sur les médias, la police, la justice et l'armée. Donc pour moi, c'est une des diapos fondamentales avec la superposition de la structure pyramidale de la société et de la présentation des deux camps. Parce qu'il y a réellement une superposition ici. Une superposition logique. Maintenant, si je me lance dans cette grande aventure et ce chantier sur plusieurs années, c'est parce que je crois qu'il y a quand même des outils et des moyens de retourner la situation, de façon évidemment très lente, très difficile à percevoir, très difficile à mesurer, mais réelle. Évidemment, on arriverait à une situation inverse où ce seraient les valeurs nation, souveraineté, peuple, territoire qui reprendraient le dessus sur les constructions théoriques, mondialisme, libéralisme, capitalisme, européisme. Pour ce qui concerne le rapport de force, c'est un des éléments qui constitue la force de la base. C'est son effectif. La base a à la fois la force du nombre, du bon sens, de l'approche pratique, de la soif de vérité et de l'impatience de justice. Alors évidemment, dans la présence
des différentes forces. Il n'y a pas seulement le ralliement de la droite traditionnelle et de la gauche traditionnelle aux sirènes du mondialisme, capitalisme, libéralisme, européisme, mais ces quatre constructions théoriques, évidemment, s'appuient sur des réalités économiques, sociales, politiques, tangibles et perceptibles. Alors, pour comprendre l'impact de ces différentes icônes sur notre quotidien en tant que nation et en tant que citoyen, rappelons ce que représente Monsanto. Monsanto est une multinationale qui a pour principal objectif de faire du profit. Et pour mieux comprendre d'ailleurs ce qu'elle représente, il faut se souvenir de cette phrase d'un ancien président des États-Unis, qui est Henry Kissinger, et qui disait « Contrôlez le pétrole et vous contrôlerez les nations, contrôlez l'approvisionnement alimentaire et vous contrôlerez les peuples ». Déjà, je pense que si vous vous remémorez l'adversité que j'ai mis entre mondialisme et peuple, vous avez déjà ici un premier élément. Pour rappeler certains faits, que ce soit le dossier sur les hormones de croissance laitière et bovine, par exemple avec la dénonciation de la part des anti-OGM, de l'interdiction de l'étiquetage, les effets dramatiques sur la santé, ou la saugisation OGM en Argentine, avec un désastre sanitaire de déforestation et d'expulsion, des épandages intensifs d'herbicides hautement toxiques, ou les pressions faites sur le secteur du coton en Inde, qui se sont vraiment constituées comme un véritable hold-up sur le coton, entraînant un échec de la biotechnologie et un taux de suicide élevé avec 600 suicides par an, dû à des situations d'endettement des paysans d'Inde. Regardons maintenant la situation de cet autre emblème et quel est son impact sur notre quotidien avec Goldman Sachs. En fait, depuis 5 ans, Goldman Sachs incarne les excès et les dérives de la spéculation financière. Il a une très grande anatomie, un pouvoir qui ne connaît en fait ni frontières ni limites, puisque tous les marchés financiers s'étendent dans les grandes salles et édifices financiers sur l'ensemble de la planète. Et plus qu'une banque, c'est un empire invisible qui se constitue de 700 milliards d'euros actifs, ce qui représente quand même 2 fois le budget de la France. On l'appelle la firme, comme dans les romans d'espionnage des années 80. Donc après s'être enrichie pendant la crise des subprimes, en pariant sur la faillite des ménages américains, elle a été un des instigateurs de la crise de l'euro en maquillant les comptes de la Grèce, puis en misant contre la monnaie unique. Ça représente en fait un empire de l'argent sur lequel le soleil ne se couche jamais, qui a transformé la planète en un vaste casino, grâce à son réseau d'influence unique au monde et son armée de 30 000, ce qu'on appelle des moines banquiers. Pour présenter le traité transatlantique, on peut parler ici d'un niveau d'alerte sans précédent que le traité transatlantique, actuellement négocié à huis clos loin des citoyens comme des États, fera franchir à l'ensemble des pays d'Europe s'il est ratifié, en faisant plus que jamais planer l'ombre d'une Bérésina ultralibérale sur la vision idyllique de l'immense zone de libre-échange qui doit permettre, entre les deux continents, une liberté de circulation totale des hommes, des capitaux, des services et des marchandises. Finalement, les multinationales obtiendront désormais le droit de traîner en justice les États nationaux, dont elles jugeraient la législation nuisible à leurs intérêts. Et si le prix du libéralisme à tout craint était la perte de la souveraineté nationale, désormais soumise à la toute-puissance des marchés financiers? On peut se poser la question, et on voit bien d'ailleurs que, encore, cette question justifie l'identification des deux blocs que j'ai posés, comme étant l'opposition entre déconstruction théorique, capitalisme, mondialisme, européisme, libéralisme, et des valeurs fondamentales ancestrales, nation, souveraineté, territoire, peuple. À ce stade-là, on peut se poser la question de ce que représente la mondialisation, sinon le stade suprême de l'hégémonie du capital. En ce qui concerne Wall Street et plus particulièrement la Fed, pour mesurer en fait la puissance de la Fed, il faut savoir que
non seulement à l'époque, John Fitzgerald Kennedy avait été brisé dans son élan lorsqu'il avait voulu intervenir sur les lobbies bancaires et sur la puissance financière. À peine élu, il faut savoir que Donald Trump a été, sollicité par Janet Yellen, qui est la directrice de la Fed, et qui lui a bien fait savoir qu'elle ne souhaitait pas qu'il vienne, modifier les statuts et les réglementations de la Fed. Elle s'est permis donc quelques mises en garde à destination du futur président en lui disant qu'elle ne voulait pas de retour en arrière. Elle a fait valoir à propos de la loi Dodd-Frank, qui constitue en fait la réglementation bancaire, que Donald Trump souhaitait abroger malgré les nombreux progrès apportés dans le secteur bancaire, mais qu'elle a défendu absolument l'indépendance de la Réserve fédérale que Donald Trump juge excessive. En mentionnant toujours Janet Yellen que les pays qui avaient violé l'indépendance de leur banque centrale avaient provoqué des effets catastrophiques. En ce qui concerne la relation Union européenne-États-Unis, elle a toujours été ambiguë et compliquée dès le départ et dès sa création. Elle a deux aspects, l'unité et la rivalité. Les multinationales européennes ont besoin du gendarme US pour intimider le tiers-monde et en tenir la Chine à distance, mais les multinationales US profitent de chaque guerre pour voler des parts de marché à leurs rivales européennes. Et Washington est très fort pour faire payer par ses amis des guerres qui servent ses intérêts au détriment des amis. Toutes ces guerres US créent des CKO qui rejaillissent sur l'Europe amie. Alors en ce qui concerne cet autre édifice, cet autre pilier de l'ensemble des constructions théoriques que j'ai mentionnées, les EGM, on peut avoir comme conséquence perte de la biodiversité, destruction des sols, pollution des eaux, dérèglement climatique, insécurité alimentaire, déclin des abeilles, disparition des agriculteurs, qui ne représentent que 3% de la population française en 2013. Le modèle dominant d'agriculture industrielle nous mène à la catastrophe. L'agriculture industrielle utilise en masse des pesticides et des engrais chimiques de synthèse toxiques qui polluent l'eau et le sol. La France est particulièrement accro puisque c'est le premier pays consommateur d'herbicides, de fongicides et d'insecticides en Europe et le troisième au monde. Alors il est évident qu'il est difficile de ne pas envisager nos élites politiques comme de simples marionnettes quand on voit l'ensemble des forces en présence, et notamment les forces en présence internationales, liées directement au mondialisme, au capitalisme, au libéralisme et à l'européisme, telles qu'elles viennent d'être indiquées et mentionnées ici. Jusqu'ici, on a eu une alternance entre M. Sarkozy et M. Hollande, pour ce qui concerne l'alternance la plus récente. Finalement, ils représentent tous les deux, à leur façon, le maintien et l'adhésion aux forces du mondialisme, du libéralisme, de l'européisme et du capitalisme. Se pose la question de notre futur président, mais en réalité, vu la façon dont se présente le déroulement des primaires et des nouvelles primaires à droite comme à gauche, on peut s'attendre à une opposition de Manuel Valls à François Fillon. Pour moi, il s'agit à la fois d'une opposition horizontale de droite-gauche, comme on l'a vu dans le passé, mais il n'y a aucune opposition réelle puisqu'il y a une adhésion totale aux 4 valeurs qui sont les constructions théoriques que j'ai mentionnées. Dans les deux cas, nous avons deux figures politiques qui adhèrent totalement au mondialisme, au capitalisme, au libéralisme et à l'européisme. On peut donc avoir déjà une idée de la réponse à la question qui tire les ficelles. Les banques, les lobbies industriels, les loges maçonniques, le Parlement européen, les multinationales, les USA. En tout cas, jamais le peuple. Pourtant, ça ne serait pas si absurde puisque les élites politiques sont élues par le peuple et censées le représenter.